Bonjour Hugo. Bonjour, enchanté. Enchantée, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour découvrir ton parcours et également les coulisses de ton aventure koh et ce que ça a transformé dans ta vie. Tu as participé, si je ne me trompe pas, et gagné en 2012. Tu as refait l'aventure 10 ans après pour une émission que tu ne gagnes pas, mais que tu aurais dû gagner. On ne va pas rentrer dans les détails et dans la polémique. Je pense que voilà, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le sujet pour que j'en rajoute. Quand on pense à koh on pense à Claude, on pense à toi aussi. Mais là, pour sortir totalement de l'émission, j'aimerais bien que tu te présentes avec tes mots. Qui es-tu? Yes. Eh ben ouais, c'est sûr qu'on m'appelle souvent Hugo de koh mais avant C'est ça, je suis ça. Hugo Latriche. Ça a beaucoup fait jaser, mais mon nom de famille, c'est Latriche. Donc, Hugo Latriche, moi, j'habite dans les Pyrénées-Orientales en ce moment. J'ai pas mal bougé quand j'étais plus jeune. J'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, j'ai passé mon adolescence là-bas. J'ai vécu du côté de Marseille aussi. Et au niveau emploi, j'ai toujours été fauconnier. Voilà, je bosse avec les oiseaux. J'ai arrêté ça depuis maintenant 2 mois, un peu plus de 2 mois, même 6 mois. Et ben maintenant, j'essaye de faire des choses plutôt autour de l'outdoor et de la nature de manière générale. Ok. De toute façon, on va revenir sur tous les points que tu as évoqués là. Justement, tu parlais que tu avais passé ton enfance en Nouvelle-Calédonie. C'est de là, sûrement, que te vient peut-être l'amour pour les grands espaces, pour la nature. J'aimerais revenir en arrière, justement. Quel enfant étais-tu? Quel était ton caractère? Quels étaient tes rêves à ce moment-là? Les rêves, je voulais devenir champion du monde de windsurf. Ça a toujours été un but entre mes 10 ans et mes 17 ans. On faisait beaucoup de windsurf en Nouvelle-Calédonie et ça a toujours été un truc qui m'a passionné, quoi, être sur l'eau, naviguer. Voilà, je voulais absolument faire ça. Et je pense que j'avais pas le niveau. Voilà, je me suis toujours éclaté, mais j'avais pas le niveau pour devenir champion international de windsurf. Donc j'étais un enfant plutôt calme. Certains diront faux calme, parce que je sais qu'au fond de moi, souvent, ça bouillonne et j'ai tendance à être assez hyperactif dans mes activités, en tout cas. Mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez posé et assez calme. Je l'étais enfant, je pense que je le suis encore aujourd'hui. J'ai 40 ans aujourd'hui, mais je me vois encore comme un gamin de 10 ans, quoi. Et est-ce que, justement, tu avais le goût du risque et tu avais eu le goût de la compète quand tu étais gosse par rapport au sport, mais pas que? La compète sous le bon sens du terme. J'ai jamais été très compétition. Par contre, j'adore me tirer la bourre avec des copains, quoi. Que ce soit en windsurf, en skateboard, en escalade aujourd'hui, je fais plus d'escalade. J'ai toujours aimé ce côté de la compétition. Euh, Il y a un côté compétition que je trouve assez péjoratif parce que c'est à moi d'abord que j'aime me mesurer. Mais il y a un côté cool où c'est sûr quand on fait du sport, j'ai jamais fait de sport par exemple en équipe. J'ai toujours fait des sports un peu plus solitaires. Et du coup, c'est nous contre les éléments ou contre quelque chose autour. Mais j'adore me tirer la bourre avec des potes. Ouais. J'ai envie justement qu'on revienne sur ce métier de fauconnier qui est assez original. Enfin, moi, je le connaissais pas, forcément. Enfin, je connais personne aujourd'hui à part toi qui est fauconnier. C'est intéressant en plus parce qu'on peut retrouver, je pense, des qualités dans ce métier dont tu as pu, avoir besoin, dans l'aventure koh. Donc c'est comme par exemple la patience. Comment tu t'es retrouvé à faire, fauconnier? Voilà, qu'est-ce qui t'a influencé? C'est l'envie de travailler dehors. Voilà, moi, j'ai fait mes Ouais, études à Aix-en-Provence en sociologie et anthropologie. J'ai fait un bac plus 4. Alors, c'était passionnant, mais je savais très bien que j'allais pas trouver de boulot avec ça derrière. Donc, quand j'ai choisi de me déplacer dans les Pyrénées-Orientales où je suis aujourd'hui, j'ai chopé des petits boulots et j'ai fait pion, ce qui laisse pas mal de temps libre. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer de trouver des moyens de travailler dehors. Donc, j'ai travaillé comme berger pendant mon temps libre, en fait, avec une association qui s'appelait Appât de loup. C'était pour faire de la prévention auprès des bergers, pour parler un petit peu du loup. Et, et donc, c'est ça qui a commencé à me mettre un doigt un petit peu dans l'intérêt que j'avais pour la nature. Et ce qu'on regarde en premier quand on regarde la nature, ce sont les oiseaux. c'est Et vrai. donc, j'ai commencé à me passionner pour les oiseaux parce que c'est ce qu'on voit le plus, en fait. Donc, c'était le plus simple, hein. Vous sortez de chez vous avec une paire de jumelles, on voit tout de suite des oiseaux, qu'on soit en ville, à la campagne ou autre. Alors à Paris, on voit surtout des pigeons, je t'avoue, Ouais, c'est mais c'est pas ça. les oiseaux que je préfère.
Mais il y a des faucons, tu vois, par exemple à Paris, il y a des faucons qui sont sur les cathédrales, il y a des faucons qui nichent. La nature, elle est partout, hein. Dès qu'on regarde un petit peu, Mmh. elle est vraiment partout. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et un jour, je suis arrivé sur un petit parc qui s'appelait les Aigles de Valmy, qui était à côté de chez moi. C'est eux qui m'ont formé. J'y suis arrivé pour filer un coup de main et je suis jamais reparti. J'y ai bossé 10 ans et depuis, j'ai fait d'autres parcs. D'accord. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier? Il y a un côté un petit peu individuel où c'est quand même un peu rock'n'roll et super cool d'avoir un aigle sur le gant, d'avoir un oiseau assez puissant aussi près de soi. C'est un côté qui est vraiment impressionnant et ça, c'est le côté un petit peu individuel du truc, quoi. Après, j'aime le côté utile de la chose, c'est-à-dire qu'on est là pour parler des oiseaux. J'ai toujours fait voler des oiseaux sans être dans le côté vraiment spectaculaire, mais vraiment pour parler de chaque espèce et les problématiques qui sont liées à ces oiseaux, c'est-à-dire le fait qu'ils disparaissent dans la nature, enfin toutes les problématiques environnementales, quoi. OK, et qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu peux en retirer de ce métier? Qui t'aide dans ta vie de tous les jours et qui a pu t'aider aussi, sur les aventures dont on va parler? Ouais, bah, en fait, tu dois rester humble, quoi. C'est pas toi qui maîtrise tout de A à Z, quoi. Ouais. Quand tu es face à un animal qui, malgré le fait qu'il soit né et élevé en captivité, il conserve son caractère sauvage et tu n'obtiendras jamais ce que tu veux exactement de lui. Et donc, il faut jouer avec ça. Il y a une espèce de rapport qui est assez sous-entendu avec lui, quoi. Un rapace vient vers toi parce que tu ne lui fais pas peur et parce que tu lui offres à manger. Je vais pas te cacher que c'est Mmh. un oiseau qui a besoin de. Il n'y a pas de rapport comme avec un chien, un animal domestique, quoi. Et donc, on a un rapport qui est un petit peu direct avec le sauvage. Et donc, ça apprend à être humble et voilà, à être patient aussi, ouais, je crois. La patience, c'est hyper important. Ouais, ouais, complètement, complètement. Alors, si on parle un petit peu de koh et des aventures, on peut lire de toi, suite aux émissions que tu as fait, que tu es une machine à épreuves, que tu es un phénix qui renaît de ses cendres. Avant de parler, plus en détail de l'émission et de ses coulisses aussi, ce qu'on voit pas forcément, quand on est devant, le petit écran. Comment et pourquoi koh a croisé ta route alors que a priori, tu avais une vie tranquille, partagée entre ton sport et tes faucons? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Il s'est passé une sieste beaucoup trop longue de mon fils qui a, en 2012, donc lors de mon premier koh a dormi toute une après-midi et je tournais un peu en rond et comme pas mal de parents qui tournent en rond chez eux, je surfais un peu sur Internet et j'ai jamais trop regardé la télé, mais koh j'ai toujours gardé un œil parce que c'est une émission qui, le principe de base de koh me plaît énormément, quoi. Le fait Ouais, de mettre des anonymes, des personnes qui sont pas prêts à ça, de les balancer sur une île et de voir ce qui se passe. J'ai adoré le principe. Et donc je me suis inscrit. À l'époque, sans en parler à ma femme, j'avais oublié de lui dire que je m'étais inscrit parce que je pensais pas vraiment avoir un retour. Et j'ai été pris au premier coup. Donc ils m'ont pris, il y a plusieurs castings, hein. Donc j'ai fait tous les castings, j'ai passé les castings en me surprenant un petit peu moi-même à me lancer dans cette machine. Et en fait, bah, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve. En fait, comme beaucoup de choses dans la vie, je me lance et puis je me dis, de toute façon, on verra bien après, quoi. ouais. On verra bien ce qui se passe, quoi. C'était quoi les étapes de casting, du coup? Bah, vous passez par plusieurs villes, ça commence par Marseille une première fois, après on passe par Paris, il y en a au téléphone aussi. Il y a l'INSEP depuis, c'est-à-dire qu'il vérifie un petit peu toutes les conditions physiques. Il y a beaucoup d'étapes. Il y en a une qui avait fait pas mal rire quand je l'avais raconté au téléphone, c'était en 2012. Le gars du casting me dit, vas-y, surprends-moi. On était au téléphone, quoi. Et du coup, j'ai pas su quoi faire, j'ai raccroché. Et il faut savoir que quand je l'ai raconté à ceux qui ont fait koh ils ont dit: «Mais t'es complètement malade». Il y en a qui attendent ce coup de fil pendant des mois et des mois et toi tu raccroches, quoi. Et le gars m'a d'ailleurs mis une vingtaine de minutes à me rappeler en me disant: «Mais ça va pas, tu te rends compte de l'importance du coup de fil?» J'ai dit: «Bah, tu été surpris au moins, quoi». Et j'ai plein de potes qui ont fait koh qui m'ont dit: «Mais moi jamais j'aurais osé raccrocher, quoi». Ah ouais, bah, au moins tu l'as surpris. Exactement, j'ai pas su quoi faire, C'est ça, c'est et c'est des questions, c'est des épreuves, enfin, En c'est fait, quoi ils comme type ils essayent, d'épreuve? comme je suppose, toutes les étapes de casting, on essaie de deviner un peu qui tu es derrière le paraître, le premier paraître qu'on présente, quoi. Donc ils essayent de Ouais, te pousser un petit peu dans les retranchements, voir comment on réagit, à des questions un petit peu dérangeantes, voilà, ils testent un petit peu la personne, quoi. d'accord. Et justement, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu une fausse idée, mais c'est une émission qui est basée, pas mal sur enfin,
Est-ce que c'est vraiment basé sur les compétences sportives? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup de physique, mais il y a aussi, toute une partie stratégie, parfois manipulation. Quelles sont pour toi, les qualités recherchées, pour faire koh et ce qui a fait la différence, voilà, dans ton parcours, dans tes expériences, dans ta façon d'être? Alors, moi, je pense que pour le premier koh en tout cas, ce qui a bien marché, ils prennent toujours un gars qui a un métier bizarre et ouais, j'étais fauconnier et donc ça a joué en ma faveur, je pense, sur le casting. Après, il faut vraiment voir comme koh comme tu l'as souligné, comme un truc, global. Il faut pas oublier que c'est un jeu, que dans le jeu, il y a de la stratégie, il faut vouloir gagner aussi. Voilà, c'est un tout. Il y a plein de gens qui disent: «Mais ouais, je suis dégoûté parce que c'est pas toujours le meilleur qui va au bout». Si, en fait, il faut voir le meilleur comme la personne qui arrive à tout mêler, à mêler l'aspect sportif, à mêler l'aspect stratégie, à mêler. Enfin, il y a plein d'aspects différents et il ne faut pas voir Koh-Lanta que comme des épreuves sportives parce que concrètement, c'est 20% du temps. Donc, oui, c'est cool de gagner les épreuves, mais si vous n'êtes pas bon sur les autres domaines, vous ne gagnerez pas Koh-Lanta, quoi. Donc, je pense que c'est beaucoup plus complexe dans le jeu. Il y a vraiment un rôle politique, quoi. C'est presque de la politique, koh. Mmh. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut croire à la base, quoi. Mmh, et si on rentre un petit peu, avec toi dans l'aventure, donc à partir du moment où tu as été pris et le moment où tu arrives sur l'île, comment ça se passe? Est-ce que tu as des contacts avec les autres, candidats? Est-ce que tu sais à quoi t'attendre? Non, alors la première fois, c'est magique pour ça. On n'a pas de contact avec personne jusqu'au moment où on se retrouve sur l'île, quoi. Et c'est bien parce qu'on voit, c'est ce moment-là où on voit les liens se créer, c'est ce moment-là où on voit un petit peu tout ça, quoi. Euh, mais non, on ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, au début, je m'étais dit, pourvu que ce soit pas de la télé-réalité et qu'il n'y ait pas des montages et des trucs comme ça, quoi. Ouais, Que ce soit pas bidonné. C'est surtout ce que je me c'est disais, parce ça. que comme tout le monde, je découvrais, quoi. Et j'avoue qu'après 40 jours d'aventure, je me suis dit, waouh, pourvu que ce soit bidonné le truc, parce que vraiment, c'est beaucoup plus dur que ce que je m'attendais. Voilà, faut comprendre que c'est hyper dur, vraiment. Ouais, Et il ouais. suffit de regarder, moi je réponds souvent à des gens qui, ben, c'est normal, mais moi la première fois quand j'étais pas allé, je pouvais pas savoir ce qu'il y avait derrière. Il faut le vivre, il faut aller voir pour savoir. Et il Ouais. suffit de regarder les organismes, quoi. Prenez n'importe quelle personne qui a tenu plus de 30 jours sur koh, vous regardez sa tête quand il arrive sur l'île et sa tête au bout de 30 jours, et vous comprendrez. Je veux dire, les faits, ils sont là, c'est assez hallucinant, quoi. Mmh. Tu t'étais préparé physiquement et psychologiquement à cette aventure? Tu t'attendais justement à ce niveau de difficulté? Peut-être pour la deuxième aventure, Ouais, du coup, vu que tu l'avais fait une première fois, c'est ça. tu C'est ça. Ben, mais la première fois, non, pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce niveau de difficulté. Je crois que personne s'y attend. On est dans des sociétés maintenant où on n'a pas l'habitude d'être confronté à ce qui pour moi est le pire dans koh, à la faim, quoi. La faim, c'est un ouais. truc de dingue. Ça fait vriller les organismes, ça modifie le corps, ça fait vriller dans la tête parce qu'on pense qu'à ça. Et c'est tant mieux. Moi, par exemple, à la fin de la première aventure, j'étais incapable de m'imaginer qu'il y a réellement des gens dans le monde qui meurent de faim. Ça m'était trop douloureux dans l'état dans lequel j'étais de me dire il y a vraiment des gens qui sont dans cet état et pour qui ce n'est pas un jeu auquel il y a une fin. Mmh. Ça me rendait dingue d'imaginer ça, quoi. Tellement, c'est une sensation horrible qui met mal, quoi. Ouais, et d'ailleurs, tu dis dans des interviews: «C'est mon enfer paradisiaque, mon paradis en enfer». C'est pas une légende, du coup. C'est vraiment, j'allais justement te demander ce qui était le plus dur pour toi. Est-ce que c'était la solitude? Est-ce que c'était peut-être les relations avec le candidat? Mais tu me dis qu'a priori, c'est vraiment, vraiment la fin, Ah, on est numéro heu, un et loin devant le reste, ouais. Ouais, qui ouais. te ouais, qui t'a ténacé. Et justement, est-ce que peut-être tu as des tips, enfin, ou toi, comment tu as fait, en fait, pour tenir aussi longtemps avec cette sensation de faim? Il y a beaucoup de gens, de grands sportifs de l'extrême et autres, qui ont vécu des situations très compliquées dans le podcast, qui venaient de me dire, voilà, qu'ils avaient des techniques peut-être de visualisation, de méditation, pour tenir. Toi, si tu peux nous expliquer, voilà, comment tu as fait pour tenir et puis pour aller si loin, puisque tu as quand même gagné, donc c'est pas Ouais, rien. bah, je sais pas comment l'expliquer, en fait. Pour moi, une fois que j'ai mis le doigt dans un engrenage, que je suis parti dans quelque chose, je me vois pas abandonner, je me vois pas baisser les bras à n'importe quel moment, quoi. Donc, quand c'est dur, eh ben, il faut admettre qu'on peut pas faire grand-chose par rapport à ça, et il faut savoir baisser aussi la tête. C'est le cas sur koh, quoi. Quand vous avez très faim, qu'il se met à pleuvoir, que vous perdez les épreuves, que rien ne va comme il faut, eh ben, faut laisser passer, quoi. Faut laisser passer la vague.
il y a des situations auxquelles on ne peut rien, quoi. Quand on est face à la nature, face à certains éléments, on ne pourra rien changer. Vous pouvez vous battre comme un lion, il y a des choses, vous ne les bougerez pas. Donc il faut aussi apprendre, je pense, à laisser passer ces moments-là. Et demain, ça ira mieux. Et demain, voilà, faire que ça va mieux, ça dépend aussi des éléments extérieurs. Et il faut aussi apprendre à laisser passer les choses, je pense. Donc se battre comme un lion, déplacer des montagnes quand on en a les capacités. Et par contre, les jours où ça va pas, faut apprendre aussi à baisser un peu la tête. Ça passera. Ce moment-là qui est délicat va passer et on espère que demain ça ira mieux, quoi. Mmh. Ouais, totalement. Est-ce que, tu peux, alors j'ai plusieurs questions, qui me viennent, Mhm. mais mais est-ce que tu penses qu'en faisant cette aventure, peut-être consciemment ou inconsciemment, tu voulais te prouver des choses à toi-même, ou pas? Je pense que oui, forcément. On est tous Ouais. en fait, moi j'avais l'envie de me voir devant la télé quand on regarde koh. On se dit, mais moi là, je serais allé chercher des noix de coco, mais là, moi j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. À un moment, ça suffit, quoi, de dire j'aurais. À un moment, il faut y aller et puis voir vraiment ce qu'on donnerait. Et on se rend compte que, par exemple, d'aller chercher des noix de coco à l'autre bout de l'île, et ben, quand on a 10 kilos en moins, qu'on est exténué, qu'on a des coupures sous les pieds, qu'on a un genou douloureux et qu'on n'arrive pas bien à marcher, et ben, c'est pas aussi simple que ce qu'on veut. Donc oui, forcément, comme tout être humain, je pense qu'on aime bien se prouver des choses et se dire comment moi j'aurais fait à cette place-là, quoi. Et pour ça, il faut aller Mmh. voir. Mmh. Est-ce que tu as des souvenirs marquants dans ces aventures, peut-être dans la première et dans la deuxième, vraiment des souvenirs, voilà, qui sont encore avec Ouais, toi, en fait, aujourd'hui, vraiment ouais, ouais, des bien sûr. moments clés? Bien sûr, oui, il y a un peu de tout. Je sais que, juste pour revenir vite fait sur la fin, il y a un moment qui reste un souvenir gravé, et c'est ça qui m'avait fait peur quand je suis retourné la seconde fois. Il y a 2 nuits de suite où j'ai pas réussi à dormir lors du premier koh. Je crois que c'était aux alentours du 25-26e jour. Et je pense que je me suis fait un manque de sucre terrible. J'ai la mâchoire du bas qui tremblait, qui a tremblé toute la nuit et j'arrivais pas à fermer l'œil. Pour la petite histoire, je voyais des barres chocolatées qui passaient dans le ciel. Je devais être dans une sorte d'état second, quoi. Mais vraiment Mmh. un espèce de manque de sucre avec nos sociétés. Je pense qu'on mange beaucoup trop de sucre. C'est pas un secret, je crois. Et je me suis fait Ouais, une espèce de manque de sucre, mais terrible, terrible, terrible. À tel point que j'étais presque prêt à appeler le médecin, quoi. Donc ouais. ça, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué, qui me faisait peur pour y retourner. Mmh. Et sinon, je pense qu'il y a koh reste un jeu, comme j'ai dit au début, et donc forcément, les moments où on gagne, les moments où ça se passe bien, c'est comme super cool, quoi. Je retiendrai peut-être la victoire sur les poteaux en 2012. Quand je gagne, je me dis, t'as pas fait ça pour rien, t'as pas tenu 42 jours, tu t'es pas flingué le physique pour rien. C'est le moment où on reste le dernier debout, on dit, ça y est, là, on l'a fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et un peu pareil, j'ai vécu deux aventures complètement différentes, mais en 2021, euh, il s'est passé une aventure complètement improbable, où je suis éliminé en premier et je reviens au fur et à mesure. Enfin, ça a été complètement dingue. Et donc, quand je gagne l'orientation en 2021, j'ai un sentiment de liberté, je flotte sur le sable, quoi. Au moment où je cours pour planter le poignard, je crois que j'ai Mmh. jamais vécu ça. Comme je te l'ai dit, j'ai jamais fait de sport collectif où j'ai connu de grosses victoires. Et donc là, Ouais. j'ai vraiment senti ce moment en me disant, bon, ouais, je viens de faire un truc de dingue. Et moi qui avais plus de force, qu'avec mes 13 kilos en moins, je me suis mis à courir, mais comme un dératé, je touchais plus le sable, clairement, quoi. Mmh. C'était assez dingue. Que ce soit sur les poteaux ou dans d'autres épreuves qui sont extrêmement physiques, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses? Et si oui, à quoi tu penses pour tenir? Pour qu'on rentre un peu dans ta tête. Ouais, c'est les plus durs. C'est vraiment les plus durs, je trouve, moi. Sur les poteaux, je me suis répété une recette parce que les poteaux, c'était la fin de l'aventure. Et en 2012, je me souviens, on parlait beaucoup de bouffe parce que ça nous omnubilait. Et j'ai parlé d'une recette c'était les moules au chorizo. Et j'ai refait la recette dans ma tête pendant environ 3 heures, quoi. Mmh. Et les poteaux, ça dure 4 heures. Je suis resté 4h12, je crois, sur les poteaux en 2012. Et donc j'ai répété ça en fait. Je suis rentré dans une sorte de mécanisme où je recommençais à Ouais. la base. Faut comprendre qu'on n'a pas de temps, mis à part les moments où Denis Brognard vient pour nous donner, voilà, vous avez passé 1 heure, vous avez passé 2 heures. Sinon, on n'a pas du tout d'idée du temps. Donc De notion de temps, ouais, c'est de donc c'est le notion plus de temps. dur, en fait. C'est ça. C'est ça. Mmh. Et puis Ouais. le petit tips, moi, le truc que je fais, c'est qu'il faut pas que je regarde les autres à côté, quoi. Parce que ça me sape le moral. Si je vois que celui qui est à côté de moi est bien dans sa position, qu'il a l'air à l'aise, ça va me saper le moral pour l'heure qui suit. Donc j'essaye de vraiment rester focus et regarder droit devant, quoi.
Ouais, tu restes concentré dans ton cheminement, dans tes recettes, et d'ailleurs, ouais, en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il y a vraiment pas de trucage, tu vois? Parfois, c'était plutôt au début des émissions, mais on se demandait s'il y avait pas du riz, si on donnait pas du riz derrière, mais en fait, non, on vous laisse vraiment, avec votre faim. Regardez Hem, voilà, encore une fois, le truc le plus marquant, vraiment, regardez les organismes. Les ouais, organismes des participants, regardez leur physique. Il y en a qui ont perdu, je crois que c'est François l'année dernière qui a perdu jusqu'à 23 kilos, quoi. Un gars qui était hyper mmh. costaud. Enfin, je veux dire, ça parle de même, quoi. L'organisme, il prend très très cher. Bah oui, d'ailleurs, on va parler aussi de ton retour où toi aussi tu as perdu pas mal de kilos. Mais avant ça, voilà, est-ce que tu as peut-être des secrets à nous dire, sur l'aventure? Et puis surtout, hem, qu'est-ce qu'on ne voit pas nous, en fait, en tant que téléspectateurs de l'aventure koh? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, où on pourrait pas se douter et pourtant c'est vraiment c'est vraiment votre aventure? Des secrets de l'émission? Il y a pas grand-chose, mais il y a ce que répète tout le monde et c'est les questions qui reviennent très souvent auprès des gens, c'est, comment vous faites pour vous laver les dents, aller aux toilettes, vous sécher, pour dormir, voilà. Pour tous ces aspects-là, il faut se rendre compte qu'on n'a rien. On n'a rien du tout. On n'a pas de brosse à dents, on n'a pas de papier pour les toilettes, on n'a pas d'endroit où dormir, on dort où on veut. En général, il y a un endroit qui s'y prête plus sur les îles sur lesquelles on est, mais on peut dormir où on veut. On va, voilà, tout est fait, tout est mis en œuvre et c'est une grosse boîte de production pour qu'on se sente comme sur une île abandonnée, qui est le principe de base de koh. Donc on a un kit de survie avec une machette, et heureusement qu'on l'a, euh, une casserole, et c'est à peu près tout. Et c'est à peu près tout. On a une gourde pour trouver de l'eau. Voilà, pour l'eau, c'est un élément de sécurité de base. Mais voilà, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est tous ces petits trucs du quotidien. Les gens ne croient pas qu'on ne se lave pas les dents. De toute façon, on mange rien, donc il n'y a pas besoin de se brosser beaucoup les dents. Mais c'est vraiment, voilà, faut s'imaginer qu'on n'a vraiment rien, quoi. Mmh. J'ai reçu, Louri Explorer, je sais pas si tu le connais, Ouais, si ça te ouais, parle? complètement. Ouais, qui est en train de faire un film avec Mathieu là. Ouais. Ouais, génial. Je l'ai reçu sur, podcast pour une super belle interview et lui, il m'expliquait que lors de ses expéditions, il découvrait, en fait, des émotions qu'il connaissait pas, des sensations qu'il connaissait pas, que c'était des véritables introspections, en fait, comme aujourd'hui, on peut pas forcément se l'offrir avec, tous les écrans, avec tous les parasites extérieurs qu'on a, et dont on devient, accro, faut le dire. Hem Et qu'à chaque fois, du coup, lui, il était vraiment, il entrait dans les antres de lui-même, qu'il apprenait énormément de choses sur lui. Est-ce que toi, tu pourrais dire, la même chose? Est-ce que tu as peut-être, aujourd'hui, appris des choses que tu ne soupçonnais pas? Et est-ce que tu es finalement le même homme, en fait, avant et après une aventure, koh? Ouais, alors, tu vas puiser des trucs que tu as en toi, mais que tu soupçonnes pas, en fait. Ça, c'est sûr. Mmh. Je pense que moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point on peut être, je sais pas si ça se dit, mais résilient en quelque sorte, quoi. À quel point à quel point le corps humain s'adapte quand on n'a pas le choix. En fait, c'est ça, c'est quand on n'a pas le choix, eh ben, on fait avec, on fait avec. Et il n'y a pas de tips, hein. Chacun réagit comme il le peut, comme il peut le faire face à la situation. Mais moi, je me suis trouvé assez apte à, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, à baisser la tête à certains moments et puis attendre que ça passe, quoi. Parce que les éléments sont plus forts que nous, que ce soit à koh ou même dans mon quotidien. Là, tu vois, j'ai fait le tour de mon département à pied et en vélo il y a 3 mois. Et je me suis retrouvé dans des situations délicates, avec sous l'orage, avec des genoux douloureux. Et ben, koh m'a appris ça. Je suis capable de baisser la tête, je me mets dans un coin et je laisse passer. Quand on maîtrise pas ce qui nous arrive, ça sert à rien de se battre et perdre de l'énergie, surtout quand vous êtes un petit peu en mode survie, quoi. Il faut juste attendre que ça passe, accepter que là, sur le moment, on n'est pas capable de faire grand-chose. Et ça va passer, et ça va passer, et on reprendra le dessus. Mais il faut avoir cette patience-là, je pense. Mmh. Est-ce que tu as eu peur à certains moments, de l'aventure? Ouais, il y a eu quelques moments. Alors, au niveau sécurité, ils sont forts, hein, ils nous suivent pas mal, mais il y a eu des moments où, surtout dans l'aspect survie, moi, il faut savoir, c'est ce qui me plaisait le plus, hein, de me confronter. Moi, je me suis pas entraîné du tout, tu vois, je me suis entraîné à rien du tout. J'aime l'effet de surprise d'être un inconnu, quelqu'un qui découvre un peu tout ça. Mais il y a eu des moments où, à la pêche, je me suis fait prendre par un courant et j'ai commencé à être loin.
Et le Hugo d'aujourd'hui, là, tranquillement dans son salon, il aurait été capable de nager pour revenir près de la côte. Sauf que là, ça commence à être vraiment chaud et j'ai vraiment dépensé une énergie de dingue pour regagner le récif sur lequel on pêchait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même. C'est un peu chaud. Faut arrêter de jouer, faut faire avec la morphologie telle qu'elle est au jour J, et faut arrêter de se croire trop puissant, quoi. La nature, elle peut être beaucoup plus forte que toi, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné pour toi, l'aventure, la première aventure et que tu as failli gagner la deuxième? Que tu avais peut-être de plus par rapport aux autres candidats? Bah, on m'a souvent dit, on m'a souvent dit: «Toi, tu as pas de stratégie», quoi. Ce qui pour moi est faux, parce qu'en fait, même de ne pas avoir de stratégie, c'est déjà une stratégie sur koh, quoi. Sur koh c'est un jeu, ça reste un jeu, et oui, certes, il faut gagner les bonnes épreuves au bon moment. Surtout lors de ma seconde aventure, ça a été primordial, mais lors de la première aventure, j'ai eu cette impression un peu que tout se passait comme sur des roulettes. Alors, parce que j'ai gagné les bonnes épreuves, Hem, parce que j'ai su être discret aussi, c'est mon caractère, et quand on est discret, je me suis pas mêlé de certains problèmes, je suis pas là pour faire de la télé-réalité, donc je vais pas aller gueuler sur un tel, si son comportement me plaît pas, quoi. S'il faut lui dire, je lui dirai, que ce soit devant ou derrière la caméra, mais je suis pas un caractère explosif, qui se met des gens à dos aussi. Il y a ça, quoi. Mmh. OK, donc tu dirais ton calme, ta façon de te Ouais, mettre, de il y a il y côté? a il y avait Charles, de la première aventure, un des aventuriers qui était avec moi en 2012, qui nous a dit: «Ouais, faut quand même voir qu'il nous a nourris pendant 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 40 jours». J'ai beaucoup, beaucoup pêché sur ma première aventure, et ça fait aussi, ça fait un atout au moment des votes, forcément. Tu savais tout ça ou tu as appris sur le tas? Alors j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, mais j'avais pas beaucoup pêché. Je faisais plus de windsurf, comme je te l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de la Ouais. pêche. Mais je me suis pris une véritable passion pour la pêche, beaucoup plus en 2012 qu'en 2021. Parce qu'en 2021, voilà, avec l'île des Baniers et tout, j'étais un peu de côté et c'était plus compliqué pour moi quand je suis arrivé. Mais 2012, j'ai passé 35 jours dans l'eau, quoi. L'aventure a duré 42 jours. On a gagné un fusil harpon assez rapidement. Et le fusil harpon, je l'ai utilisé, c'est devenu une véritable passion, quoi. J'avais pas de chronomètre, Mmh. mais je pense que je faisais des apnées qui étaient hallucinantes, quoi. Mmh. Et pour finir sur cette aventure, tu dirais avant de passer, après l'aventure, tu dirais que, qu'il y a une part, d'improvisation et de chance ou c'est vraiment uniquement, de la précision, de la tactique, de la réflexion? Non, bien sûr, et bien sûr qu'il y a une part de chance, comme dans la vie, quoi. Je veux dire, koh ça reste la vie, c'est une micro-société sur une île, donc ça reste comme la vie. Et donc forcément, il y a des facteurs chance qui interviennent. Après, si tu regardes pas mal de personnes, sur ceux qui reviennent sur un retour, mine de rien, tu vois, sur les poteaux en 2021, il y avait Claude qui a été, je crois, 4 fois sur les poteaux, il y avait Laurent qui a été 3 fois sur les poteaux, et il y avait moi qui avait déjà gagné aussi. Donc, tu vois, il y a pas que du hasard, quoi. Je veux dire, ceux qui vont jusqu'au bout, c'est aussi parce qu'il y a un truc, alors je saurais pas dire quoi, mais il y a peut-être un petit truc en plus qui fait que ça se passe pas trop mal. Même si en Mmh. 2021, j'ai été éliminé en premier, quoi, ce qui n'était jamais arrivé à un gagnant. Et bon, je suis revenu, pour ceux qui Ouais, suivent un peu, je suis revenu par un processus d'île des bannis et tout, mais ouais, il n'y a pas que de la chance forcément, mais il y a une part de chance. ouais. Si on parle un peu justement du retour à la réalité, voilà, en général, quand on fait une émission, on est projeté, voilà, en pleine lumière, alors qu'on était dans l'ombre. On sait pas trop ce qui nous arrive. Ça peut être aussi glamour que destructeur. Toi, quand tu rentres, tu dis que ton fils t'a pas reconnu la première fois parce que tu étais dans un état second, on te prenait pour un SDF. Mm. Comment ça se passe, ça, cette arrivée chez toi? Comment tu le vis psychologiquement et Bah, physiquement? ouais, alors déjà, vous avez l'impression de revenir au paradis, quoi. Moi, je suis revenu chez moi, c'était le printemps. J'habitais dans la montagne à l'époque, j'ai trouvé tout beau, y compris mon réfrigérateur. On se dit, en fait, j'ai aucun problème dans la vie, quoi. Tout va bien, c'est dingue de se dire ça, quoi. Faut comprendre que quand on est à koh on ferait n'importe quoi pour se faire une bouffe avec des potes un samedi soir, tranquillement, à discuter de la vie, quoi. Donc chaque petite chose, on prend la valeur de chaque petite chose. Et moi, plus que le retour, tu vois, le truc de la célébrité et tout, qui vient quand tu es en contact avec des gens, moi, c'est plus ce truc-là de me dire, ouais, j'ai une chance de fou, quoi. J'ai une chance de dingue d'avoir tout ce que j'ai.
Et même si j'avais 16 kilos en moins, que ça a été très compliqué niveau physique, hein, je suis repassé par l'hôpital parce que j'avais un kyste de Gardia, un problème à l'intestin. Mmh. Je veux dire, ça, c'est les petits négatifs, mais d'un autre côté, tu te dis, mais ça va, quoi, ce soir, je vais manger. Ce soir, je vais manger, tout va bien, quoi. Donc, non, ça fait apprécier les petits trucs du quotidien, clairement. Ouais, et la notoriété, du coup, tu l'as pas trop mal vécu, ça va, tu l'as pas. Parce qu'il y en a certains, ça leur fait tourner la tête. Puis on peut lire des choses aussi assez négatives parfois sur toi quand tu rentres d'une aventure comme celle-ci. Est-ce que tu as été Ouais. impacté positivement ou négativement par ça? Non, non, je crois que moi, j'ai toujours. Je me suis jamais pris pour qui j'étais pas, quoi. Je vis dans un endroit qui est tranquille, ça, c'est très important, je pense, parce que voilà, c'est sûr, quand tu croises des gens et que tu dois faire des photos tous les jours, moi, ce qui m'arrive quand je vais dans les endroits où il y a du monde, c'est vrai que, surtout depuis 2021, je suis beaucoup, beaucoup reconnu et du coup, j'ai mes petits jardins secrets, quoi. Mon quotidien, c'est d'aller dans la nature, dans les endroits où je croise pas grand monde, en fait. Donc moi, ça m'a pas trop impacté de ce côté-là. J'y pense plus trop, même des fois, tu vois, je me pointe dans des endroits où il y a beaucoup de monde et puis là, je me fais arrêter. J'ai ma copine qui est derrière qui fait vas-y, trace, on est repéré, trace, trace, trace. Donc on évite un petit peu les gens, même si les gens sont adorables. Il y a forcément des moments où on veut être en famille tranquillement. Mais j'arrive à choisir les moments où je suis exposé et choisir les moments où je suis au calme. Et donc ça, je l'ai plutôt bien vécu, que ce soit en 2012 ou 2021. Ça s'est vraiment bien passé, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses, qui ont changé suite à ton retour? Est-ce que tu me disais que tu prenais plus conscience des petits bonheurs du quotidien, mais peut-être, ouais, des leçons que tu tires de toute cette aventure dans ta vie, actuelle maintenant, dans ta vraie vie? Ouais, bah, t'as l'impression vraiment d'avoir. Encore une fois, ça reste un jeu, mais t'as vraiment connu des phases de galère dingues quand t'as fait koh Ouais. quoi. Tu t'es vu avec des kilos en moins en train de à te dire si demain je mange pas, je vais peut-être m'évanouir, je vais peut-être tourner de l'œil et tout. Donc tu te connais plus. Voilà, tu te connais plus, donc forcément c'est une expérience incroyable à vivre dans une vie et je suis très content d'avoir vécu les deux et je suis très content de la manière dont se sont passés les deux, quoi, même si c'était très Mmh. différent. Vous étiez combien à vous inscrire à la base? Pour combien de candidats? Je sais même plus, je crois qu'il y a des années où ils parlent de 40 000 candidatures, je crois. Donc Ah ouais. ouais, c'est improbable en fait, c'est ça. Moi, je m'étais toujours dit, déjà être sélectionné, c'est improbable, et en plus gagner, c'est improbable une seconde fois, quoi. Donc il y a, encore une fois, il y a un petit facteur chance, quoi, qui tombe sur ton dossier, que tu oses raccrocher au téléphone. Tu vois, Ouais. il y a des petits trucs comme ça, mais il y a pas de règle. N'importe qui peut s'inscrire et demain être pris. Voilà, koh ils ont ça de bien, je trouve, dans leur principe, c'est que ils prennent toutes les personnes d'une société. Mmh. Le but, c'est aussi que nous, en tant que téléspectateurs, on puisse s'identifier dans les personnes. Donc forcément, et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans koh c'est que vous avez des personnes sur lesquelles vous parierez pas au début, euh, des personnes qui sont plutôt âgées, qui n'est pas trop sportifs ou quoi, et qui se transcendent dans une aventure de dingue. Ça, je trouve ça génial. Ouais, ils doivent avoir leurs secrets en interne, l'équipe de casting, les profils auxquels ils réfléchissent et puis Ça après, doit être compliqué pour eux, ouais, parce que quand il y en ouais. a 40 000, il faut vraiment trouver les bons trucs, quoi. Oui, tu avais pas forcément de présence sur les réseaux sociaux, tu avais pas forcément à ce Non, moment-là pas du tout. Moi, de. j'ai créé mon compte Instagram, tu vois, je l'avais même pas. En 2012, il y avait que Facebook. Et j'ai créé mon compte Instagram juste avant la deuxième aventure parce que Denis Brognard m'a appelé, il rappelait d'anciens candidats pour parler avec eux. Il m'a dit, ouais, on se fait ça sur Instagram. J'ai dit, je suis désolé, je suis pas inscrit. Et donc, je l'ai créé juste avant. J'étais pas du tout dans ce truc-là, quoi. D'ailleurs, c'est toujours Hugo Colanta. Tu pas envie de de prendre une autre, ton Ouais, nom? ouais, ouais. Alors, en vrai, je sais même pas comment ça se modifie, tu vois. Ah oui. Je bosse pas mal avec les réseaux sociaux un petit peu maintenant parce que ça ouvre des portes et ça permet de faire des trucs qui me plaisent. Mais je suis encore pas je suis un quarantenaire qui découvre un peu le truc, tu vois. Ouais. Je t'apprendrai comment repartager l'épisode Yes, ça qui marche. sortira lundi. Heu, Récemment, si on parle justement de projets et que ça t'ouvre des portes, les réseaux sociaux et puis ta notoriété de manière générale, tu as participé à Fort Boyard. Je suis dégoûtée, j'ai loupé l'émission, mais bon, j'étais encore à Dubaï, donc je reviens. C'est un projet du coup qui a pu t'amener l'émission. Est-ce que tu as d'autres projets justement? Tu disais aussi que tu avais arrêté ton métier de fauconnier, justement. Est-ce que tu as d'autres projets qui sont nés suite à cette notoriété? Euh, Ouais, ouais, ouais. Après, là, j'ai plusieurs projets, tu vois, qui sont plutôt en local. Je crée un bouquin de rando de ma région, là où je vais inclure ce que je te disais tout à l'heure, là, le tour du département.
jour, je suis parti à vélo de chez moi pour faire le tour du département et je suis rentré à vélo 15 jours plus tard. Donc, c'est des trucs que j'aime partager, ce qu'on pourrait appeler des sortes de micro-aventures. C'est des principes qui me plaisent beaucoup, tu vois, cette idée de que l'aventure, oui, tu peux aller la chercher à koh sur une île à l'autre bout du monde, mais tu peux aussi partir de chez toi à pied ou prendre un train. Ou il y a pas besoin, quoi. Moi, je me suis retrouvé dans des coins complètement perdus dans mon département, sous des orages, sous la pluie, où j'ai vécu des trucs grandioses, où je me suis régalé. Et ce principe de micro-aventure qui se développe pas mal, je trouve, en ce moment, je trouve ça vraiment cool, quoi. Vraiment cool. Donc ouais, j'ai un livre de rando là-dessus, peut-être un projet de trail. J'aimerais bosser dans l'événementiel outdoor. Ouais, s'il y a deux trucs qui m'animent vraiment en ce moment, c'est tout ce qui est sport outdoor, le parapente, le VTT, l'escalade, et le côté nature. Je fais aussi pas mal de photos nature et tout, donc ces deux grands axes-là, j'essaye de développer pas mal de projets autour de ça. On t'a proposé d'autres télés, d'autres passages télé, Non, à part Fort Boyard, il y a eu quelques trucs. Alors, il y a eu des trucs qui me correspondaient pas du tout. Tu vois, des émissions de danse ou de cuisine, auxquelles j'ai pour dit ne non parce pas que pour ne pas les citer, voilà. mais Mais après, c'est normal, mais c'est pas mon. Faut aller dans des trucs dans lesquels on est à l'aise et qu'on a envie de faire surtout. ouais, bien sûr. Je me prends cette liberté-là de faire que des choses que j'ai envie de faire pour l'instant, parce que je peux me le permettre, donc c'est vraiment cool. Et non, des projets, j'en ai plein, plein, plein. Là, je pars faire le marathon des sables. Tu vois, on m'a proposé le marathon des sables. C'est un truc qui me donne vraiment envie parce que autant je suis pas un gars qui court beaucoup, je m'y suis même mis récemment, même si je fais beaucoup, beaucoup de VTT, donc j'ai un peu la forme, la caisse, on va dire, mais j'ai envie de me retrouver dans le désert. Voilà, il faut qu'il y ait ce petit plus, tu vois, me retrouver. J'aurais pas accepté une course dans un milieu urbain, mais en plein désert, ouais, ça me branche, clairement. Mmh. Je vais faire la Poco Loco aussi, ça c'est un truc, c'est Ah, je connais pas, Dijon-Stuttgart c'est quoi? Dijon-Stuttgart à vélo. Ah 700 ouais, km à vélo en gravel là sur des chemins et tout. Encore une fois, c'est des trucs un peu micro-aventures qui me plaisent beaucoup, quoi. d'accord. Si on parle aussi un petit peu de la vie privée, c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça se passe sur l'aventure. Toi, comment tu l'as géré? Bah, comment tu as géré l'avant? Comment tu as géré le pendant? Et comment tu as géré l'après? Aussi le regard de tes proches, par rapport à ça, si tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, les deux fois, alors en 2012, la seule personne au courant de comment s'était passée l'aventure, c'était mon épouse. Et en 2021, voilà, je suis séparé depuis, mais je suis avec une nouvelle compagne. Et en 2021, c'est pareil, il n'y a que ma compagne qui savait comment ça s'était passé. Donc le regard des proches, surtout en 2021, c'était un peu chaud parce que j'avais rien dit et l'aventure, elle était juste complètement dingue. Donc le premier soir, je me retrouvais éliminé. Ils t'ont Et découvert à la télé? T'avais rien dit, ouais, que tu ouais, j'ai rien dit. participais? Donc je te dis D'accord. pas le bordel derrière, quoi. J'ai mes parents qui m'ont appelé, qui m'ont dit: «Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qui se passe?» Je fais: «Non, non, éteins pas la télé, c'est pas complètement fini». J'ai mon fils, alors ça a été dur à gérer. J'ai mon fils qui m'a appelé en pleurs, qui comprenait pas ce qui se passait non plus. J'ai dit: «Non, non, mais on va se calmer, on va continuer à regarder, il y a encore des trucs qui peuvent se passer». Ils ont découvert l'île des Bannis et puis chaque semaine, ils étaient en alu complète, quoi. Ma mère m'a Mmh. dit: «Tu refais plus jamais ça là». Elle frôlait la crise cardiaque à chaque épisode. Donc c'était un petit cadeau empoisonné que je leur ai fait de ne pas leur en parler. Et d'un autre côté, ils étaient super contents de découvrir que j'avais été si loin alors que dès le début, ça sentait mauvais, quoi. Mais du coup, tu pouvais pas leur donner de contact quand tu es sur l'île? Il y a aucun contact avec les Non, proches? Non? non, non, il y a rien du tout. Et pour rien te cacher, je préfère qu'il y en ait pas parce que tu vas vivre un truc qui te décale tellement de la réalité que des fois, te replonger dans la réalité, ça peut te flinguer complètement, je trouve, moi. Et je Ouais. l'avais dit à mon fils, hein, j'avais dit: «Si j'ai le choix entre de la nourriture et une de tes lettres», je dis: «On fera tous les câlins du monde quand on rentre, ça, il y aura aucun souci». Je dis: «Par contre, là-bas, je vais privilégier la nourriture, quoi». D'accord. Parce que c'est Et 40 jours, c'est ça, l'aventure? c'est ça, Ouais. c'était 36 jours là pour un retour. Les retours sont en général un petit peu plus courts, même si là 36 jours, c'était suffisamment long. Et une aventure normale, en 2012, on avait fait 42 jours. Mmh. Et après chaque jour compte, hein. Je peux te dire qu'à la fin là, c'est Ouais. important, quoi. Il doit y avoir des cycles? Non, il y a pas des cycles où, on est dans une phase, voilà, ascendante et puis après il y a un down ou enfin, je connais pas, mais j'imagine que dans la condition humaine et dans la les ressources internes, je sais pas si tu as senti des choses, Ah ouais, ouais, complètement, complètement. Bien sûr, ouais, c'est très humain, quoi. Il y a des moments où tu es au fond du gouffre, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?»
es tiraillé par des sentiments physiques entre la faim, le manque d'hygiène, la fatigue. Et il y a des moments, c'est assez dingue, ça a le côté jeu, encore une fois, les épreuves, où ça t'offre justement des moments où, à l'inverse, tu es hyper boosté, quoi. Tu Mmh. as du mal à marcher pour venir devant Denis, tu dis, allez, je vais me faire une épreuve, ça va être surcompliqué, j'arrive pas à marcher, comment je suis capable de faire une épreuve? Et là, tout d'un coup, tout s'arrête, il fait 3, 2, 1, c'est parti. Et là, d'un coup, tu exploses, tu te retrouves à voler au-dessus du sable, tu dis, mais comment je vais chercher si loin? Parce que tu as envie, en fait, tu as envie de. C'est le côté un peu compétiteur et le côté dingue de l'expérience, quoi. D'un coup, tu n'es plus le même homme, quoi. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup n'osent pas prendre des risques, sortir de leur zone de confort par peur, justement de l'inconnu. Toi, comment tu gères, cette sortie de zone et cette incertitude liée à la prise de risque? J'élimine un peu l'aspect cerveau. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me fait un peu peur, et que je ne sais pas comment l'aborder, ben, je m'inscris et puis après je vois ce qui se passe derrière. En fait, Mmh. le plus important pour tout, c'est ce que disent beaucoup de gens qui voyagent, ou le plus important de tout, c'est le premier pas, quoi. En fait, une fois que tu es Mmh. lancé, eh ben, soit tu te rends compte que c'est moins dur, soit tu te rends compte que. Mais de toute façon, une fois que le premier pas est fait, le plus dur est fait. Et puis après, c'est juste de la gestion. Alors ça se passera bien ou ça se passera mal, mais au moins, tu es parti, quoi. Génial. On va finir par des petites questions, Hugo. Ouais, L'idée, c'est d'y répondre, rapidement, sans trop réfléchir. Ta plus grande peur, si tu en as? les requins. Alors ça depuis gamin, quoi. Requin, j'ai toujours eu peur de cette phobie des requins blancs, mais j'adorerais plonger avec eux et voir un peu ça. Mais ça a toujours été, vu que je faisais pas mal de windsurf, donc et ça reste un peu, j'ai un peu cette phobie des requins. Ouais. Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale? Dehors, tout court. Aller dehors, peu importe l'activité, il faut aller voir des arbres, il faut aller voir des animaux, il faut faire du VTT, il faut faire du parapente, il faut vivre, quoi. Un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en as tirée? Waouh, un échec. Tu vois, j'ai du mal à en trouver. J'ai vécu des échecs, mais je crois que je le vois pas comme un échec, en fait. Ouais, si, bah, il y a des fois, une fois j'étais parti de chez moi, pareil, en vélo pour une micro-aventure, le tour d'un massif du Canigou qui est derrière chez moi. Et ça a complètement foiré dès le début, le sac était trop lourd et tout. Mais tu vois, je ne l'ai pas vu comme un échec parce que je me suis dit, bah, c'est pas grave, je retenterai, quoi. Et j'ai retenté 2 ans après, c'est passé. Donc, non, s'il y a une leçon à retenir, c'est de pas les voir comme des échecs, mais comme un pas de plus, quoi. Tes citations préférées? Ne pas voir le bonheur, alors c'est quoi? Que je te la ressorte bien quand même. Le bonheur n'est pas une action, c'est un état d'esprit, je crois. Je sais pas du tout de qui c'est, je l'ai croisé un jour, mais ça me plaît Je bien. regarderai. Ouais, c'est cool. Tes livres préférés? La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. L'histoire d'un La mec qui a écrit un bouquin qui s'est, je sais pas, rapidement, Vas-y. c'est assez dingue. C'est un gars qui a écrit un bouquin, il s'est pensé écrivain raté, il l'a présenté à 20 maisons d'édition, je crois, ça a jamais été publié. Sa mère, il s'est pensé écrivain raté, il s'est malheureusement suicidé. Sa mère a campé devant des maisons d'édition pour le faire publier. Le bouquin a été publié et a été pris Pulitzer. Donc c'est une histoire complètement dingue. C'est ouf! C'est une C'est histoire une, vraie? c'est une histoire vraie. C'est Ouais, ouais. Alors le bouquin ne raconte pas ça, mais il faut lire le bouquin qui est drôlissime. C'est très très drôle. Mais je trouve que le derrière du bouquin est complètement dingue. c'est vrai, bon, trop cool. Hem, ton ou tes mentors ou alors les personnes que tu admires le plus? Je suis très très, je vais pas dire fan, mais j'admire vraiment Vincent Munier, un photographe animalier qui parle de la nature. Je boirais ses paroles pendant des heures. Il parle de l'affût, le fait de se poser. C'est celui qui a fait le film sur la Panthère des Neiges. Voilà, Vincent Munier est très très inspirant, je trouve. D'accord. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Euh, Ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Ouais, je veux prendre un facile à côté de la maison. Il n'y a pas de rêve facile, mais j'aimerais juste, voilà, tout bête, encore une fois, des micro-aventures, des trucs à côté de la maison. Faire le GR10, partir de chez moi à pied, traverser les Pyrénées pour rejoindre l'Atlantique. Voilà, moi je suis côté Méditerranée, aller à l'Atlantique. Ça s'appelle le GR10 et c'est super cool et c'est à côté de la maison, donc pourquoi ne pas le faire? OK. Les questions que l'on te pose le plus et ce que tu réponds? Pardon. Question qu'on me pose le plus.
Ah, ouais, par rapport à koh je sais pas trop là. Tu sais pas? C'est pas grave, on peut passer si tu veux. Mmh. Yes, pardon, j'ai pas d'idée. Pas de souci. Sur tout ce que tu as appris, si tu n'avais qu'à retenir qu'une chose, du haut de tes 40 ans, Ouais, hein. rester humble, rester humble. Et enfin, ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie? Ne pas louper une seconde, quoi. Voilà, ça revient trop cher quand on a de la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire ce qu'on veut et tout. Faut pas les louper sans se mettre la pression, mais voilà, arriver à profiter de tous les trucs qui soient petits, tous les grands rêves, tous les petits rêves, toutes ces choses-là, faut pas les zapper, quoi. Génial, merci beaucoup Hugo. Je t'en prie, Laura.